avec en blanc de nuit blanche. Je me fais du cinéma. Mon repos sur tes hanches. Une toile panorama. La film commence. Tu te rends compte, j'ai de la chance, hein? Je vais pouvoir travailler peut-être jusqu'à 80 ans. Un beau métier. Ouais, c'est un beau métier. Comme les artisans, les... Faut avoir 800 € par mois. 80 ans, 800 € par mois. Puis je te le dis après tout à l'heure, la lampe de mineur aussi pour y aller la nuit. À 80 ans, on peut encore travailler aussi la nuit. C'est peut-être impossible. Dans les années 70, ils travaillaient aussi la nuit, mais c'était avec des pétards agricoles. Depuis mon enfance, dans le Languedoc-Roussillon, j'entends parler des comités d'action viticole. Dans les années 60-70, les viticulteurs du Midi font parler la poudre et défrayent la chronique. Leurs revendications, freiner les importations de vin, réguler le marché agricole en Europe. E perché manifestavo? Manifestavo per guadagnare un po' mai, perché non una pure salari si parla di tutto. Leur approche, la manière forte, en marge du syndicat officiel. Barrage routier, affrontement avec les CRS, la tension est montée, jusqu'au jour où tout a basculé. Le 4 mars 1976, à Montredon-des-Corbières. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il s'est passé aujourd'hui des événements extrêmement graves dans la région de Narbonne. En début d'après-midi, des manifestants qui avaient barré une voie ferrée ont ouvert le feu sur des CRS. Les forces de l'ordre ont riposté avec des pistolets mitrailleurs. Le bilan est lourd, très lourd. 2 morts par balle, un commandant de CRS et un vigneron, une vingtaine de blessés, dont 3 officiers de CRS et 8 gardiens. « 2016. Que reste-t-il des comités d'action viticole, de leurs cris de colère, de leurs révoltes ? Retour sur les lieux du drame. Une zone industrielle, en périphérie du village de Montredon-des-Corbières. Maintenant, les témoins. Jacques, tout d'abord. En 1976, il a 20 ans à peine. Pour les empoignades, il n'est pas le dernier. Évidemment, ce jour-là, il s'est retrouvé aux premières loges. Il y avait énormément de monde. Pour moi, je ne sais pas, un millier de personnes, peut-être 20 ans. On entendait des coups de mitraillette, des gens qui tiraient pam, 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 pam. Mais vraiment, c'est une mini-guerre, quoi. Une mini-guerre. C'était... Voilà. Et c'est après, quand on a été sur le pont, au bout d'un moment, on nous a dit... Il y a un vigneron qui est mort, mais nous, on savait qu'il y avait un CRS qui était tombé, parce qu'il y en a au moins 2 qui sont tombés, donc un qui est mort. Hein. Et donc, on a commencé à se replier quand même. Je ne pense pas que sans le soutien de la base, sans le soutien du monde viticole, je ne pense pas qu'il y aurait eu des actions de ce genre-là. Parce que sinon, il y aurait eu des actions plutôt commando. Là, ce n'est même pas une action commando, c'est une action à découvert, donc avec le soutien de la profession, du monde viticole, de la base, des gens qui travaillent. Je crois que c'est la veille, hein, où il y avait, ou alors c'est le matin, mais je veux dire que 40 ans après, je sais qu'il y avait eu une très grosse réunion sur Narbonne.
Et puis là, il y a eu un appel, quoi, un appel fort de mobilisation, un appel fort de manifester, un appel fort qu'il fallait se faire vraiment entendre. Je ne vais pas prononcer le mot d'appel de prendre les armes. Mais je pense que c'est quand même ça qui s'est dit. L'appel aux armes est encore un sujet qui divise. Peu, aujourd'hui, osent assumer la présence des fusils sur la manifestation. Popo, lui, n'a pas ce problème. Dans la bande, il est l'homme de main, celui qui allume les mèches. Quelques instants avant les premiers coups de feu, un de ses amis fait un malaise. Popo se charge de l'emmener d'urgence chez le médecin. De retour sur place, la tragédie a déjà eu lieu. C'était un peu tard quand je suis revenu. J'avais caché les fusils là, à 200 ou 300 mètres dans la montagne, que je suis allé prendre après, 2 ou 3 jours après. J'avais 3 fusils et 62 cartouches, dont il devait y avoir une dizaine de balles. Après, c'était tout du plomb. Ça faisait mal, mais près, à loin, ça pouvait te faire un trou là, mais bon. Enfin, je l'avais prié parce que il fallait y faire voir qu'il y en avait marre là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous ne dites rien. Oh, elle, pour ça, elle était contre. Le beau-père, il n'était pas pour. Oh, oui. Le beau-père, il était plus doux. Lui, il n'était pas vivant. Oui, mon beau-père, il avait la colère, ma mère aussi avait la colère, et moi aussi. Vous aussi? Les trois, oui. Il exagérait, en fait. J'ai exagéré, la preuve qu'on en est arrivé, à ce qu'on est arrivé, et tout juste, si on a arrangé la situation. Et pour que ça s'arrange, il fallait qu'il y ait des morts. Ça ne se serait pas arrangé. S'il n'y avait pas eu Mondredon, ça ne se serait pas arrangé. C'est incroyable ça de dire ça, il faut qu'il y ait des morts pour que ça s'arrange. Ah, et Vous vous pourtant, rendez compte un peu de... non, mais la preuve, c'est qu'on a essayé tous les moyens et il n'y a rien qui marché. Ce que je regrette, c'est que celui qui a été tué du côté des viticulteurs soit été un brave type et un type qui était inactif. C'est un type qui venait pour faire présence à la manifestation ou à la réunion, mais il ne venait pas pour casser. Et c'est celui-là qu'ils ont choisi pour que le coup psychologique soit plus fort. Parce que quand on a des hypothèses à été tués, personne ne comprenait. Et puis moi j'ai dit, ils l'ont vu parce qu'ils savaient. Au lieu de tirer au type qui était devant, là, comme moi j'étais, quand on est venu me prendre pour le copain, j'étais devant avec les fusils. Mais Jacques Serre, il était devant. Et l'autre là que je vous dis qui est en photo, il était devant. Bon, mais ils sont allés tuer celui qui était derrière avec les mains dans les poches. Et il prend le soleil, le pauvre. Et ils l'ont pas manqué. Officiellement, le vigneron a été frappé d'une balle perdue. La nouvelle génération, incarnée ici par Frédéric, jeune président du syndicat, essaye, tant bien que mal, de s'approprier ce récit aux contours flous. On écoute les anciens, comme Jojo, on cherche la faille, en retournant cette histoire dans tous les sens, encore et encore. Nous, on était sur la voie ferrée. Les CRS sont arrivés. Qui c'est qui a commencé à tirer le premier? Je crois qu'on ne saura jamais. Le tout est, c'est que le gars avait tombé, le chef du détachement, et quelques minutes après, Puig d'Arquette s'est fait descendre. Alors, est-ce que c'était fait volontaire de la part des militaires?
Est-ce que ça a été le hasard? Quand ça tire après, ça tire de partout. Hein. Oui, Mondredon, ça a été, disons que ça a marqué la fin des comités d'action viticole. Ça a duré après, mais c'était plus du tout pareil. Quand il y a des types qui se font étendre, c'est pas la même musique. Hein. Tant qu'il y a des bleus, tant que tu es à l'hôpital parce que tu as pris une boule de pétanque sur la tronche, et quand tu as un type qui se fait étendre de chaque côté, ça te donne à réfléchir. Hein. Voilà, ça a été la fin. La fin d'un mouvement, la fin d'une époque aussi, personnifiée ici par André Cazes, le principal responsable des comités d'action viticole. Nous sommes sur le pont de Montredon, quelques instants avant que tout chavire. Devant la façon dont les pouvoirs publics ont promené l'ensemble des responsables professionnels ou politiques du département, eh bien, le responsable que je suis, le responsable que nous sommes, à ce niveau-là, nous nous asseyons par terre et nous levons les bras au ciel. Quand tu regardais tous les vignerons, il y en avait qui avaient fini la guerre de 39-45. Il y en avait qui avaient fait l'Indochine. Nous, on avait tous fait l'Algérie. Je veux dire par là qu'on avait tous fait quelque part la guerre. Donc des CRS pour nous, je veux dire, c'était pas un problème. Hein, je veux dire, tout le personnel est pris fusil, hein, tous les ouvriers. Hein. Oh oui, je veux dire, j'étais en première ligne. Jean, c'est à la fois le poète et le cow-boy de la bande. Celui qui apprécie la lecture de Gramsci et la castagne avec les CRS. Est-ce que tu es amoureux de tes vignes? Ah oui. Ah oui. Oui, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. De façon inconsciente, je suis tombé amoureux de la nature et des vignes d'ici, puisque c'était ici que ça s'est passé. Je devais avoir 7 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai dit, à cet âge où je dis à mes parents, je vais être viticulteur. C'est une relation physique et spirituelle avec les vignes, sinon c'est pas la peine. Alors c'est vrai qu'on peut travailler les vignes comme un fonctionnaire ou comme je sais pas quoi, comme un industriel. On fait ça, tac, 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 on envoie les ouvriers et tout ça. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais je suis persuadé que ceux qui font du bon vin sont ceux qui ont une relation spirituelle avec la vigne. Les types qui n'en ont rien ils font du vin industriel. Bon. Pourquoi pas. Je savais que les odos allaient se rassembler à Montredon. C'était la tradition. Je fais le tour des barrages avec Françoise. On entend à la radio que ça va tirer à Montredon. Je m'arrête à la cave coopérative de Rougeant. Je vais au téléphone, et j'appelle dans l'ordre, j'essaie de... Bon, finalement j'ai quelqu'un qui me confirme que ça a tiré et qu'il y a des morts. Alors, on ne savait pas si il y a des morts. Et on repart. Je vais au barrage qui était au carrefour de la route de Mont-Blanc. Les mecs, là, mais alors, le temps de le dire, et au CRS, on prend les fusils, on va à la chasse. On avait un feu d'enfer qui brûlait sur la route, tout le monde se calme, je dis non, on tient les barrages. Alors s'ils viennent, bon, ils s'amusent avec eux comme d'habitude, quoi. Bon. Et puis voilà, et puis on ne fait rien d'autre. Il y a un quart de CRS sur Languedoc. Tant qu'ils n'arrivent pas à ce barrage, on ne bouge évidemment pas. Quand ils seront là, prêts à débloquer le barrage, on se recule, on prend les voitures, et soit par Mont-Blanc, soit par Serdiac, on se regroupe derrière eux, aussi près de Clérac.
les Audois ont organisé les obsèques à Arquette-en-Val. Je ne sais plus combien on était de milliers, c'était impressionnant. Tout le monde était effondré, en même temps colère, désespoir, il y avait tout mélangé. J'ai pleuré, marchant derrière le cercueil, mais je n'étais pas le seul. On en voulait terriblement au pouvoir public, mais en fait, il y avait quand même des types chez nous qui avaient des fusils. Donc, alors tous les pacifistes, tous les gens qui n'étaient pas très d'accord avec le côté un peu violent des commerçants viticoles, nous ont dit, vous voyez, où ça nous amène tout ça. La clandestinité, politiquement, il fallait se poser la question, pourquoi faire? Et est-ce que, populairement, ça aurait été accepté? Parce que si la population, globalement, l'avait accepté, pourquoi pas? Mais ce n'était pas le cas. Le mouvement historique dans l'âme, dans l'état d'esprit du monde viticole a été cassé à mort. Le vent marin s'est levé, la neige a fait place à la pluie. Au café du village, Juliette, la veuve de responsables viticoles, colporte encore la mythologie locale. Alors, ça va Juliette? En forme? Ma foi. Quand vous avez fait péter le poste électrique à la Grasse... La bataille de la Grasse. La bataille de la Grasse, vous étiez là? Évidemment, on y était. Ils ont encerclé les viticulteurs dans le village de la Grasse. C'est pas vrai, Juliette? Si, on était classés au grand banditisme. Ah oui, vous voulez coincer Popo. Et les viticulteurs, ils ont fait péter le poste électrique pour se retrouver dans le noir pour pouvoir partir de la Grasse. Parce qu'ils étaient encerclés par les CRS. Ça avait pété là. Ça craignait. Ai. Te corsi un po' così. Ah, coglione. Che per dire. Pas de femme. Ma sì, ma io ho la fame. Tu l'as toi? Les chances, tant mieux. C'est pour ça Moi, il y qu'elle avait me fait... 21 ans quand il est parti. Pour moi, c'est pour ça qu'elle me fait grossir. Elle me fait trop manger. Oui, parce qu'elle se trompe. On lui a Bon, aspiré un souffle. Ah, t'as dit que... On lui a aspiré. On lui a aspiré un souffle. Ça fait compris. Qu'est-ce que c'est ça maintenant? Mais vous n'avez pas enregistré ces conneries que je viens de dire? Si, en plus, tout s'enregistre. Et c'est pas possible. Ils filment l'ancien temps, quand il y avait des manifestations. Oui, il fallait qu'ils viennent à ce moment-là. Ils n'étaient pas nés. Ils n'étaient pas nés. Moi j'étais, toi aussi. Oui. Et on ne peut pas les refaire, les manifestations. Oh non, oui. On rigolait. C'est historique tout ça. Est-ce que vous pouvez me donner une définition du comité d'action? Pour moi, le comité d'action, c'était le bras droit armé du syndicalisme. C'est le mouvement ultime, c'est-à-dire que voilà. C'était le seul recours. Et par expérience, moins t'as de violence, moins t'as pied. Voilà. Ça, il faut bien en être conscient. C'est-à-dire que plus tu montes ta force, plus tu es écouté. Est-ce que tu peux me donner une définition des comités d'action? Comité d'action viticole, c'est l'arme des responsables professionnels, des responsables syndicaux, pour pouvoir influer sur les pouvoirs publics quand la phase de négociation traditionnelle est impossible. Nous étions rentrés dans l'Europe. Le vin, en 1971, est rentré dans la fonctionnalité économique de l'Europe. Il y a eu
le problème de la libre circulation et donc des importations. Si à cause des situations locales, quelqu'un vous apporte un produit qui vaut 4 fois moins cher que le vôtre, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Le marché du vin, c'est simple, c'est comme un sablier. Il y a un récipient en haut, un récipient en bas. Dans le récipient en haut, on met notre production, qui est valable. Mais pour pouvoir arriver au récipient en bas, qui est ceux qui sont les consommateurs, on est obligé de passer par le goulot d'étranglement, il n'y en a pas 36 autres. Et ce goulot d'étranglement, c'est les négociants. Alors les négociants, peu importe la qualité du vin que l'on fabrique, à partir du moment où on passe par eux calculent leurs normes, leur propre notion de qualité, c'est-à-dire le maximum d'argent qu'il faut sur le litre de vin. On manifestait contre les négociants. Ils n'importaient pas spécialement parce que c'était moins cher bien entendu, ils le faisaient, mais ils importaient ce qui leur permettait d'avoir des stocks. Et ils attendaient. Et nous, on avait les caves pleines. Et la vendange arrivait. Et donc à partir du mois d'avril, mois de mai, mois de juin, les vendanges sont en septembre. Affolement général. Il faut vider les cuves, sinon on va mettre la nouvelle récolte où? Et donc on accepte à ce moment-là n'importe quel prix. Et des prix à la baisse. Ce qui veut dire que le prix n'était pas justifié par rapport à la qualité du produit qu'on mettait sur le marché. C'était une pure spéculation de la part des metteurs en marché, des négociants. Il y a deux solutions. Soit on ne fait rien et on va inéluctablement vers notre sort. Petit à petit, un certain nombre d'entre nous disparaîtront. On se mettait dans une côte. Parce que dans la côte, le camion, quand il est plein, il ne va pas vite. Et quand ils arrivaient au bas de la côte, il y a une voiture qui passait devant le camion et qui roulait en seconde. Alors le camion, il faisait des appels, au début, parce qu'après, il savait ce qui allait se passer. Mais au début, il faisait des appels de phare, klaxonnait, etc. Et puis arrivé en haut de la côte, la voiture s'arrêtait, le camion s'arrêtait, nous on sortait de chaque côté de la route et on demandait les papiers, vin italien, on bidait. Allez, goûtez le vin du pays, le bon vin de Mont-Blanc. Alors, monsieur, votre impression de ce vin? Extra. Ah, oui, bien. Vous pouvez m'en donner un verre? Mais bien, avec plaisir. On ne peut pas le vendre, au moins de boire. Hein. Ce soir, j'espère que vous apporterez à manger. Hein. Oui, mais là... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il y a un camion de fromage à Roquefort qui va passer. Le Midi viticole des années 70. Le plus grand vignoble au monde fait tourner l'économie de toute la région. Les comités d'action bénéficient d'une énorme popularité. Éric, le fils de Juliette, a été, un peu comme tout le monde, pris dans la tourmente. C'était avant l'euro. Dès que les économies espagnoles ou italiennes se portaient mal, il y avait ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. Et donc, du coup, la lire et la peseta baissaient de, je ne me rappelle plus combien de pourcents, ce qui faisait que le vin espagnol et italien se retrouvait à des prix très bas par rapport à ce qu'il fallait à un vigneron du Languedoc pour vivre. Et donc le négoce se précipitait sur ces vins et on arrivait souvent au vendange avec les cuves pleines. Quand les négociations ne donnaient rien, un syndicat officiel ne pouvait pas dire aller amener des gens sur le terrain, casser des voies ferrées, des gares, des perceptions, des affrontements. Donc le comité d'action se réunissait, c'était tout à fait informel, personne n'était élu et le comité d'action se mettait à bouger pour sauver la situation, quoi. Anam partì a miei giorni, tutt'aro, Mario in lavarero, nostra parena del sove, saben blanc, che si s'autoru. Regonfler le moral des troupes, mettre le mythe en musique. Les comités d'action deviennent les commandos de la nuit, et le chanteur occitan, Claude Marty, leur griot. Une formule que j'ai souvent entendue par Jean Bielade, mais je l'avais déjà entendue à mon grand-père qui me disait « Tu vois, dans ce pays, c'est combattre, perece, il faut combattre pour exister. » La vigne, c'est pas seulement ce plan rustique
qui fait du raisin avec lequel on va faire du vin, mais c'est aussi, la vigne, il faut se battre autour de la vigne, il faut se battre autour des cuves, il faut se battre pour être se calbattre et perece, il faut combattre pour exister. Je me rappelle un jour, il y avait une empoignade féroce là, à Trèbes, au pont des Forges, et au milieu de la lacrymogène, je vois passer André Cazin qui me dit « Hé Claude, tout ça, il te faut le chanter, tout ça, il te faut le chanter. » Lengo da Zelusche travaglio, in giù se prenono per la mà, de seguire che din lavorasco, che con de tut noi sira en attendent, si sotro ruto, marcio luz del menerves, carcasse. Le mouvement n'était pas un mouvement purement une jacquerie comme une autre. On voulait le lier avec le monde ouvrier, le monde étudiant. On voulait montrer qu'il y avait une solidarité possible et que si on se mettait à répondre ensemble aux problèmes économiques, on avait des victoires possibles au bout. L'idée de la convergence des luttes est dans l'air du temps. Celle de la collectivisation aussi. L'immense majorité des viticulteurs travaillent au sein de caves coopératives. Les comités d'action sont en quelque sorte l'émanation de la coopération. Les leaders sont souvent présidents des caves, à l'instar des époux de Juliette et Josette. Vous pouvez me dire ce qu'il en reste de cette révolte aujourd'hui ? Pas grand, de la révolte en elle-même, pas grand-chose. Rien, moi je dirais rien. Des paroles de la contestation, ça ne va pas plus loin que les paroles. Il n'y a rien de concret. Ça se saurait. Ouais. 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 C'est tout à l'image de ce que tu vois là. Une distillerie qui est complètement abandonnée, alors qu'à l'époque, elle était en pleine expansion. Des coopératives pas en ruine, mais fermées. Oui. Quelques-unes en ruine quand même aussi. C'est une tristesse, c'est... C'est la fin d'une période. C'est la fin d'une période, ça change. On ne peut rien faire là. La coopération a été la réponse à une crise économique importante. Tous les gens ont décidé de mutualiser, de se mettre ensemble pour mutualiser les charges. On met ensemble le produit parce que ça permet d'avoir des outils de vinification plus efficaces que ceux qu'ils avaient à l'époque. La coopération a été un phénomène de support social et économique fondamental. Les villages ont tourné, bouffé grâce à la coopérative. Quand il y a eu le lancement de la viticulture de masse, c'était des vignerons qui avaient tous des petits chais et donc ils se faisaient souvent exploiter par le négoce qui achetait la moitié d'une cuve. Quand la cuve commençait à évoluer ou à s'oxyder, ils venaient et offraient à bas prix l'autre moitié de la cuve et tout. Donc pour ça, tous ces petits vignerons ont eu l'idée de créer la coopérative. C'était un homme, une voix et non pas des voix pondérées en fonction des hectares. Donc un vigneron qui avait 1 hectare ou 2 hectares de vigne avait le même pouvoir qu'un vigneron qui avait 30 hectares. Mon papette, lui, il avait une cuve dans le garage, comme tout le monde à l'époque. On faisait du vin comme il pouvait. Moi aussi. Ouais, comme il pouvait. Et quand la coopé s'est créée, ils étaient contents tous. S'il n'y avait pas eu les coopératives, tu aurais 5 ou 6 caves particulières par commune, là, et tu aurais les 2 tiers du vignoble qui ne seraient pas là. Et voilà. Non, qui ne seraient pas là. Après Montredon, les premières caves coopératives ont commencé à fermer. Et puis, la tendance s'est accélérée. Expliquez-moi cette cave coopérative, ce qu'elle était pour vous. C'était tout. À un moment c'était tout.
on y venait presque chaque jour faire des réunions. Et là maintenant, c'est ce que je parlais, il n'y a même pas d'âme, on n'a plus aucune base. Vous le voyez, c'est tout fermé avec des cairons, c'est pas peint, c'est tout à l'abandon. C'est malheureux. Et il n'y a pas que Rivot, c'est tous les villages qui sont comme ça. Mais on reste sans parole. Qu'est-ce que c'est qu'on peut dire de ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis que la cave a fermé, je ne suis pas revenu. 8 ans, 10 ans, je ne sais pas. Même dans le confessionnal là, que je vois, je ne peux pas le dire. Tout ce qu'on a fait là, c'est pas fait. On était arrivé à un point de non-retour. C'était la vie ou la mort là. On faisait tout ce qu'on pouvait pour lutter au point de vue prix, au point de vue qualité, au point de vue tout. Et puis on arrivait des camions qui arrivaient. Bon, c'était rare. Le jour que tu n'avais pas un coup de téléphone, allez, viens, il y a un camion qui est à tel endroit, il faut le laisser. Alors c'était au restaurant à Capandus, c'était au restaurant à Carcassonne, c'était à Narbonne. Allez, il fallait aller vider des camions. C'était une colère qui a duré longtemps, pendant au moins 2 ans. Poussé à bout. Ouais. Et ça c'est ici. Mais ça, c'est mieux, il ne peut pas le raconter tout ça. Été 1975. Quelques mois avant la fusillade, la colère monte. Et là-haut, Paris n'entend pas. Alors, que faut-il faire? Tu as des syndicats, Fédération de caves, syndicat des vignerons, sont reçus par le ministre de l'Agriculture. On expose le problème. On propose des solutions. La réunion est terminée, chacun rentre chez soi, il ne se passe rien. 2e ou 3e réunion, il ne se passe toujours rien. Non-réponse. On met des gens dans la rue, par des rassemblements pacifiques, et pas trop de types, des centaines de milliers de types. C'est pour bien montrer que ce n'est pas une lubie du responsable syndical qui est monté négocier, c'est que ça correspond à une réalité de terrain. Rien. Pas une réponse, rien. Comme si on n'avait pas existé. On a dit, on n'existe pas, alors on ne va pas exister. Donc consigne, on badigeonne tous les panneaux de signalisation. On est parti, on était un paquet partout, et on a tout pris. Moi, ici, je sais aller à Lignan, je sais aller à Tourbe, je sais. Mais si je vais dans l'Aude et que j'ai pas les panneaux, je ne sais pas où je vais. Je m'en doute un peu parce que je suis du pays, mais quand on est touriste, on ne sait pas où on est, on a foutu une panique. Une panique. C'était impressionnant. Les gens ne savaient plus où ils allaient, ne savaient plus où ils étaient. Il y a une réunion à la mairie, on en parle. Le maire, il dit, bon, ben, je le dirai au conseiller général. Le conseiller général, je le dirai au député. Le député, il dit, bon, la prochaine réunion qu'on ira à Paris, je le dirai au ministre. 1 an après, il ne s'est rien passé. Oui. On attend toujours. Et voilà, alors on commence par une manifestation calme. Et puis, les factures continuent à arriver, l'argent n'y est pas, et patatras, ça pète. Les tensions montaient, des sociétés de transport menaçaient d'envoyer
de faire des convois armés. Enfin, donc ça partait un peu la violence. Un garde mobile, voyant son copain atteint par une grenade ou par des tirs de pierre et de tout, en faisait une affaire personnelle de le venger la fois d'après. On était dans une ambiance folle, les gens ils voulaient découdre, quoi. Ils n'en pouvaient plus, parce que la situation s'aggravait de jour en jour, les endettements, tout ça, bon, vraiment, il y avait des problèmes financiers graves. Le pouvoir semble tout à fait content de permettre simplement à 12 maisons en France de monopoliser le trafic, disons les importations de vin d'Italie. 12 maisons en France représentent 80% du trafic des importations globales d'Italie. On luttait contre les importations. Et Ramel était le champion du monde des importations. On se réunit, on discute et on décide d'aller le punir. Donc, un quart de l'Hérault, un quart de l'Aude. Et on est arrivé dans une grande cour, comme un terrain de football ou un terrain de rugby, tout illuminé. Et là, chacun son marteau, et des cuves, et des cuves, et des cuves. Et ça venait de partout. Hein. Ça a été vite fait. Moi, je sais pas, on y est rentré, je sais pas, demi-heure, et c'était tout coupé. Moi qui suis un petit peu comme ça, il a fallu qu'on me fasse voir par A plus B que c'était des bandits, ces types. Parce que sinon, faire ce que j'ai fait, jamais de la vie je le ferai. Histoire d'intendance logistique, il y a un problème, un blessé, il faut aller vite. Chaque fois, il y a des voitures en particulier qui suivent. Et ils arrêtent ces types-là. Ils auraient pu les arrêter, les mettre en examen, les laisser en liberté provisoire, et puis après on aurait attendu le procès, on aurait vu. S'ils avaient fait ça, il n'y aurait pas eu mort. Ils embarquent, ils enferment. J'étais à la maison. Je reçois un coup de téléphone de Romain qui me dit « Jean, on nous a arrêtés, Olivier Domenech. Il les amène à Montpellier, intercepte-les. » J'appelle les copains et je leur dis « Rendez-vous au Montagnac, il faut arrêter les flics. » Bon, les flics, ils sont dû partir en hélicoptère, j'en sais rien, comment, on les a jamais vus, on les a jamais arrêtés. Et 6 heures du soir, on devait être 500 en Montagnac. À 8 heures, on était 2000. Et 2000 types, là, que tu vois, c'est pas la manif où il y a des discours. Là, les types, ils étaient venus. Bon, pour les tenir, c'est compliqué. Le téléphone sonne. Case au téléphone. On tire en arvol. Jusqu'ici, pas d'esquive, pas de compromis possible. Puis, l'État use de sa force brute, et le doute émerge. On croit aussi entendre, dans la perspective d'une trêve qui s'envisage alors, la voix du soulagement. Enfin, la nécessité de faire le bilan et imaginer un changement de cap pour survivre dans une époque où tout se métamorphose. La valise ou le cercueil. Nous sommes maintenant à la fin de l'hiver. La saison de taille s'achève. À cette époque-là, le vin ne se consommait pas comme maintenant. Il y avait des travaux de force, les gens ils poussaient des brouettes, ils avaient un pic, une pelle, type, les gringalets ils ne tenaient pas le choc. Et les gens consommaient du vin. La consommation, moi je me souviens quand je suis venu et maintenant, ça n'a rien à voir. Il s'agissait que le vin soit rouge, et voilà.
Maintenant, il faut savoir s'il y a un arrière-goût de fraises, de framboises, d'herbacées, tout ça. À cette époque-là, on n'en parlait pas de tout ça. Le bonhomme, il buvait 2 litres de vin par jour comme qu'il rigole. 1 litre à midi, 1 litre le soir. Et il n'était pas sous. Là aussi, il y a une évolution. Il y a eu cette grande transformation de l'après-Montredon. On a essayé partout de faire des AOC, des appellations d'origine contrôlée. On a essayé de faire du meilleur, mais il fallait, pour beaucoup, ça a été très difficile parce qu'il fallait replanter, il fallait revoir ces manières de cultiver la vigne, de la tailler, de vinifier. Il fallait avoir les épaules larges sur le plan financier pour assurer cette transformation. Tu le demandes à n'importe quel leader du comité d'action et ils te diront que c'était peut-être la seule issue. En même temps, c'était laisser beaucoup de vignerons, beaucoup de viticulteurs sur le bord de la route. Et ça, c'est un des grands crève-cœurs, je crois, de cette communauté-là. Il y a quand même eu une hémorragie phénoménale. À partir des années 80, on a perdu pratiquement 50% des producteurs, 50% des vignerons. On avait 450 000 hectares. On n'en a plus que 200, à la louche 200 000. Donc, quand on a moins d'hectos et qu'on a des coûts à mutualiser, ça coûte plus cher. Donc, il a fallu trouver des hectos. Et les hectos, c'est fusionner entre des structures. Aujourd'hui, il y a des fusions, donc on a à peu près 40% des coopératives qui ont disparu, elles ont fusionné. Moi, ma cave coopérative a fusionné avec 8 autres caves, on est 9 caves maintenant. Il y avait un peu l'histoire de nos villages qui s'est un peu arrêtée avec la disparition des coopératives. Ceci étant, ces fusions ont permis le maintien d'un certain nombre de viticulteurs, parce que s'il n'y avait pas eu les fusions, les viticulteurs n'auraient pas été là. Et ça aurait été un drame beaucoup plus important pour le village que de se fusionner avec la coopérative d'à côté. Aujourd'hui, si tu es vigneron et que tu veux y aller attaquer le marché d'Auchan, si tu n'as pas 100 000 hectos là, de merlot, c'est même pas la peine que tu y ailles, parce que lui, il va te dire, première mise, là, il me faut 5 000 de suite, le mois prochain il m'en faut 5 000, donc on n'a pas les volumes, donc il faut se regrouper pour avoir les volumes pour aller à Auchan. Je te dis Auchan, ne retiens pas le nom, mais c'est un exemple. Et donc à partir de là, c'est compliqué de rester seul. Si Popo il veut aller faire du merlot de la Syrah à Auchan, ils vont rigoler, quoi. Ils vont dire si c'est pour faire l'apéritif peut-être, mais c'est tout, quoi. L'idée qui n'était pas con, qui était même une idée géniale, c'est que plusieurs coopératives se mettent ensemble pour avoir des volumes conséquents pour attaquer des marchés nouveaux. Le problème, c'est qu'il y a une dérive capitaliste qui se met en place et qui va à l'encontre du principe coopératif lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut répondre au marché. On n'a pas le produit, on va l'acheter. Et certains qui n'ont peut-être pas d'éthique sont allés chercher des produits à l'étranger. Au prétexte qu'on est dans le monde et que maintenant, il faut y aller, quoi. Et ça a permis peut-être d'efficacité, de rentabilité tout de suite. Je ne citerai pas le nom de certains groupes de producteurs, mais ça a foutu en l'air tout le système sur lequel on était basé. Et donc il est évident qu'aujourd'hui, il ne pourra plus y avoir de comité d'action viticole. C'est terminé, complètement terminé. On est rentré dans un autre monde complet.
travaille dans les vignes, je me régale, je suis bien, je suis tout seul, ça va bien. Mais je ne milite plus du tout. Et or, je pourrais militer. Et je pourrais m'intéresser, je ne sais pas, au Resto du Cœur, à des conneries comme ça, ou à autre chose, je ne sais pas, bon, je garde toujours la réflexion, l'envie d'eux, mais je ne fais pas. Je vieillis en devenant une espèce de truc solitaire qui subit sa vie plutôt que de la construire. Mais bon, je suis à l'hiver de ma vie, donc c'est pas très grave. Vous êtes venus nombreux cette année en ce si triste anniversaire. Nous sommes aujourd'hui des survivants d'une crise viticole dramatique. On a arraché 45 000 hectares et on a perdu la moitié de nos exploitants. Aujourd'hui, la viticulture s'est quelque peu améliorée. Nous sommes sortis la tête de l'eau. Mais ces 3 générations que nous sommes aujourd'hui se sont battues et se battront. Et même si les revendications et si l'histoire du métier amène toujours à des choses toujours compliquées, celui qui se bat, il peut perdre. Mais peut-être qu'il apprendra. Par contre, celui qui ne se bat pas, il a déjà perdu. Je vous remercie. Depuis Montredon et les années 70, les viticulteurs du Languedoc ont perdu bien des batailles. Leurs troupes en sont considérablement éclaircies. Une pensée consolante tout de même. La guerre du vin n'est pas finie et on ne perd pas toujours. Que faire de cette histoire à présent? La mettre en bouteille. Quand tu es vigneron coopérateur, tu fais du vin par personne interposée. C'est ton directeur, c'est ton onologue qui fait du vin. Et je voulais finir ma vie en refaisant du vin. Pas du vin de coupage. Je voulais faire du vin comme bois. Et qui me ressemble. Et voilà, je fais mes bouteilles. Ah, c'est super. Que je vends. Ah bon? Oui. Que je vends. 5 € la bouteille. Bah écoute, on va être obligé de faire nos fonds de poche. Et... Ah ouais, là, il faut ramasser, il faut... Non, je vais t'en offrir une. Ah non, moi je te l'achète. Non, je t'offrirai une bouteille, tu en parleras. Et si tu as des copains qui veulent des bouteilles, c'est un vin qui est fait à partir de ces pages historiques. Alors moi, je ne vais pas faire un vin de Bordeaux, ça c'est du Cabernet, c'est des vins de Bordeaux, ça. Ça c'est... Voilà, là, le senso, ça fait un rosé sensationnel, ça.